Mes parents ont envoyé à mon fils un énorme coffret Lego pour sa fête de fin d'école primaire. Au début, il était fou de joie, ses yeux s'illuminant en découvrant toutes ces pièces colorées. Puis, soudainement, il s'est figé. « Maman, c'est quoi ça ?» Je me suis penchée et mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai hurlé intérieurement, mais je n'ai rien laissé paraître devant les autres. J'ai agi immédiatement. 48 heures plus tard, la police frappait à leur porte. Je m'appelle Céline. La petite fête pour la fin du CM2 de Lucas était censée être un après-midi tout simple à Lyon. Rien d'extravagant, juste un moment dans notre jardin. Quelques chaises pliantes, des pizzas commandées à la pizzeria du coin. Quelques-uns de ses camarades de classe qui riaient, de la musique sortant d'une enceinte Bluetooth. Je voulais que ce soit spécial pour lui, un souvenir mémorable avant son entrée au collège en septembre. Le colis de mes parents est arrivé juste au moment où tout le monde ouvrait les cadeaux. Une grosse boîte, un papier cadeau brillant, un nœud rouge parfaitement noué comme toujours. La carte disait « Félicitations à notre petit-fils adoré ». Lucas l'a déchiré et a eu le souffle coupé en voyant l'énorme set Lego dont il rêvait depuis des mois. Il s'est assis par terre, a commencé à assembler des pièces, souriant jusqu'aux oreilles. Puis il s'est arrêté. Son visage est devenu un peu pâle et il a pointé quelque chose sous le plastique sur le côté de la boîte. « Maman, c'est quoi ça ?» J'ai souri, je me suis penchée pour regarder de plus près. Sous l'épais plastique transparent, il y avait un bord carré et dur qui n'avait rien à faire sur une pièce de Lego. Mon estomac s'est noué. Quelque chose n'allait pas. Pas du tout. J'ai gardé une voix légère, j'ai fait semblant de rire. Je regarderai ça plus tard, mon grand. Continue de construire. J'ai emporté la boîte à l'intérieur, je l'ai posée en hauteur sur une étagère, puis je suis ressortie en continuant de sourire, de m'enthousiasmer et de prendre des photos comme si tout allait bien. Mais dans ma tête, tout avait déjà basculé. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite. Croyez-moi, vous ne devinerez jamais ce qui arrive. La dernière voiture a quitté l'allée et la maison est enfin retombée dans le silence. J'ai attendu que Lucas soit installé dans sa chambre, manette en main, perdu dans le nouveau jeu vidéo dont ses amis avaient parlé tout l'après-midi. Il avait l'air apaisé, cette fatigue parfaite qu'ont les enfants après une journée d'excitation et de jeu. Je lui ai dit qu'il pouvait jouer encore une demi-heure avant d'éteindre les feux. Il a hoché la tête, les yeux rivés sur l'écran, déjà concentré sur son niveau. Dès que j'ai entendu la musique et les effets sonores familiers derrière sa porte close, je suis redescendue. La boîte de Lego était exactement là où je l'avais laissée sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai prise à deux mains, en la tenant bien droite, et je l'ai portée à travers le couloir jusqu'à mon petit bureau à l'arrière de la maison. J'ai poussé la porte du pied et j'ai posé la boîte sur le bureau, directement sous la lampe articulée. Je n'ai pas allumé le plafonnier, juste la lampe de bureau inclinée vers le bas. Je voulais une visibilité parfaite sans que cela ressemble à une enquête nocturne. J'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai sorti une paire de petits ciseaux de précision. L'adhésif d'usine scellait encore les rabats de manière sécurisée. J'ai coupé le long des jointures, avec précaution, en prenant mon temps pour ne rien déchirer. Une fois le dessus complètement ouvert, j'ai d'abord retiré l'épais manuel d'instruction. Puis chaque sachet de pièces numérotées, en les empilant par ordre sur la table d'appoint pour que rien ne se mélange. Le compartiment était là, moulé dans le plateau de base comme s'il en faisait partie, mais les bords ne correspondaient pas tout à fait au reste du plastique. J'ai appuyé doucement sur ce qui ressemblait à un faux panneau, et il s'est soulevé avec un léger clic. À l'intérieur se trouvait l'appareil, un boîtier noir compact pas plus gros qu'une boîte d'allumettes, avec une minuscule lentille en verre sur une face et quelques fils fins reliés à une batterie plate fixée en dessous. Il était maintenu par des bandes d'adhésif noir qui juraient avec les couleurs vives autour. Mes mains sont restées stables tout le temps. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai activé l'appareil photo. J'ai commencé par des plans larges de la boîte ouverte, puis je me suis approchée. Vu de dessus, de côté, en angle pour montrer la profondeur.
Je me suis assuré que l'objectif capte le numéro de série gravé sur le bord et la façon dont les fils étaient acheminés. J'en ai pris d'autres en soulevant délicatement le panneau plus haut. Puis encore une fois, après avoir extrait l'appareil à moitié en utilisant la pointe des ciseaux pour ne pas laisser d'empreinte digitale, j'ai posé une feuille de papier blanc propre sur le bureau et j'ai placé l'objet au centre. J'ai pris des photos supplémentaires sur ce fond neutre, devant, derrière, chaque côté. J'ai zoomé sur la lentille, sur l'étiquette de la batterie, sur l'adhésif qui tenait le tout. Quand j'ai été satisfaite de la documentation, j'ai glissé l'appareil dans un sac en plastique zippé que j'ai pris dans le tiroir à fournitures. J'ai vidé l'air, je l'ai scellé fermement, puis je l'ai mis dans un deuxième sac par mesure de sécurité. J'ai écrit la date sur le sachet avec un feutre noir et je l'ai plié avant de le placer à l'intérieur du tiroir du bas de mon classeur, verrouillé à clé, juste à côté du dossier contenant nos papiers importants. J'ai tourné la clé et testé la poignée 2 fois. Je me suis rassise et j'ai regardé la boîte désormais vide. Les sachets de Lego étaient toujours scellés et organisés. Celui qui avait fait ça avait ouvert une boîte neuve, ajouté l'appareil, et tout refermé pour que cela paraisse intact. J'ai ouvert mon téléphone une dernière fois et j'ai fait une recherche rapide, juste les bases. Forme, taille, lentille, configuration de batterie. En quelques minutes, il était clair qu'il ne s'agissait d'aucun composant officiel Lego. Cela n'avait sa place dans aucun coffret. Quelqu'un l'avait placé là délibérément. J'ai effacé l'historique de recherche, éteint et rallumé le téléphone par habitude, puis je l'ai posé face contre table. J'ai quitté le bureau silencieusement pour monter à l'étage. La porte de Lucas était encore entr'ouverte, comme il l'aime. Je l'ai poussée juste assez pour voir à l'intérieur. Il s'était endormi avec la manette sur la poitrine. La télé était sur pause, la pièce doucement éclairée par l'écran. Sa respiration était profonde et régulière. Je suis entrée, j'ai retiré la manette, je l'ai posée délicatement sur la table de chevet et j'ai remonté la couverture sur ses épaules. Il n'a pas bougé. Je suis restée là quelques secondes de plus à le regarder. Demain, il se réveillerait impatient de construire ce Lego. Je devrais trouver un moyen de gérer cette conversation. J'ai refermé la porte presque entièrement, laissant filtrer le filet de lumière habituel du couloir. En bas, j'ai rempli un verre d'eau et je suis restée à regarder par la fenêtre. Le jardin était sombre, à l'exception de la lueur de la lampe du voisin. Les chaises pliantes étaient éparpillées là où nous les avions laissées, 2 cartons de pizza vides traînaient sur la table de jardin. Demain, je nettoierai tout. Ce soir, j'avais des décisions à prendre. Plus tard dans la nuit, je me suis effondrée sur le canapé du salon, mon téléphone d'un côté et l'ordinateur portable ouvert sur la table basse. La maison était totalement silencieuse désormais. Plus de bruit de jeu à l'étage. Pas de bruit de circulation lointaine. Juste le léger ronronnement du réfrigérateur et le craquement occasionnel du parquet. Je ne pouvais pas dormir. Pas encore. Mon cerveau refusait de s'arrêter. La seule question qui tournait en boucle était simple mais terrible. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi mes propres parents cacheraient-ils un tel objet dans un cadeau pour leur petit-fils? J'avais besoin de comprendre le mobile. Alors, j'ai laissé les souvenirs remonter un par un, me forçant à les regarder en face pour la première fois depuis des années. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est Gérard, mon père. Il a toujours jugé les gens, et surtout ses enfants, à travers leur réussite financière. Quand j'étais petite, les repas du dimanche concernaient moins la nourriture que ses mises à jour sur ses investissements, ses comptes d'épargne et la valeur de l'immobilier. Si je rapportais un bon bulletin scolaire, il hochait la tête en disant « C'est bien, mais les notes ne paient pas les factures ». Quand j'ai eu mon premier job étudiant à 16 ans, il m'a fait asseoir devant un tableur pour suivre chaque dépense. L'argent, c'est la sécurité de demain. Perds le contrôle là-dessus et tu perds tout. Même après que j'ai déménagé pour construire ma propre vie, l'habitude a persisté. Il m'appelait juste pour prendre des nouvelles, en quelques minutes, me demandait si je cotisais assez pour ma retraite ou si je maximisais l'épargne étude de Lucas sur son compte bloqué. Ce n'était pas des conseils. C'était de la surveillance. Ils avaient toujours besoin d'avoir un contrôle sur l'argent qui n'était pas le leur.
J'ai resserré la couverture autour de mes épaules. Ces conversations n'ont jamais ressemblé à de l'inquiétude. Elles ressemblaient à un droit de propriété. Gérard ne supportait pas l'idée que des ressources existent en dehors de son influence. Ensuite est venue Monique, ma mère. Elle était différente. Une voix douce, des câlins chaleureux, toujours celle qui calmait le jeu quand Gérard se montrait trop dur. Mais sa gentillesse avait des griffes. Après mon divorce, elle a multiplié les visites, arrivant avec des sacs de courses ou des petites friandises pour Lucas. Je m'inquiète de te voir tout gérer seule, ma chérie. C'est beaucoup pour une seule personne. Elle s'asseyait à ma table de cuisine en sirotant un thé et énumérait toutes les difficultés de la monoparentalité. Les garçons ont besoin de structure, de discipline. Es-tu sûre de te reposer assez pour rester patiente ? Cela semblait bienveillant en surface, mais chaque commentaire portait le même message sous-jacent, je ne m'en sortais pas assez bien sans aide. Elle félicitait Lucas devant lui, puis me chuchotait plus tard, c'est un si bon garçon, mais il aurait besoin de plus de stabilité. Elle se positionnait comme le filet de sécurité dont j'avais apparemment besoin. Ils ont toujours cru que je n'étais pas capable de prendre des décisions seule. J'ai posé le téléphone un instant et je me suis frotté les yeux. Le style de Monique était plus subtil que celui de Gérard, mais l'objectif était le même, saper ma confiance, créer une dépendance. Le troisième souvenir était le plus clair et le plus douloureux, l'héritage. Mon grand-père, le père de Gérard, est décédé il y a 5 ans et a laissé 180 000 € sur un compte bloqué spécifiquement pour les futures études de Lucas. Le testament était explicite, j'étais la seule administratrice, avec toute discrétion sur l'utilisation pour les dépenses liées à sa scolarité. Aucun accès pour personne d'autre. Gérard était dans le bureau du notaire lors de la lecture. J'ai vu sa mâchoire se crisper. Le soir même, chez eux, il a commencé, c'est beaucoup d'argent qui dort là. Les ressources familiales devraient bénéficier à toute la famille. Monique a renchéri doucement, on ne pense qu'à Lucas. Des dépenses imprévues arrivent. Au fil des ans, les suggestions sont devenues plus directes. Les repas de fête se transformaient en discussions sur des emprunts temporaires pour des travaux dans leur maison ou des changements de voiture. On te remboursera avec intérêt. Les anniversaires apportaient des enveloppes contenant des idées pour investir le fonds différemment. Ils présentaient cela comme du pragmatisme, mais c'était de l'avidité. Cet argent était celui de Lucas, protégé pour lui. Pourtant, ils agissaient comme si c'était un compte commun attendant leur approbation. Ils n'ont jamais accepté que quelque chose reste hors de leur portée. Je me suis penchée en avant, les coudes sur les genoux, fixant l'écran sombre de l'ordinateur. Le schéma était indéniable maintenant, contrôle financier, doute sur mon éducation, ressentiment envers l'argent qu'il ne pouvait pas toucher. Placer un micro dans le cadeau de Lucas n'était pas une impulsion. C'était une étape calculée, une mission de reconnaissance pour collecter des informations, monter un dossier, rassembler des preuves que je faillissais, pour justifier leur intervention pour l'héritage, pour l'influence, pour tout ce qui suivrait. Cette réalisation pesait lourd dans ma poitrine. C'était bien plus qu'un cadeau bizarre. Il préparait le terrain pour quelque chose de bien plus grave. J'ai finalement fermé l'ordinateur et éteint la lampe. La pièce est devenue sombre, à l'exception de la faible lueur du lampadaire extérieur. Je suis restée sur le canapé encore un moment, écoutant le silence de la maison, sachant que demain, je devrais commencer à nous protéger pour de bon. Le lendemain matin, je suis arrivée au cabinet de Maître Morel avant même que la plupart des gens ne commencent leur journée de travail. Je lui avais envoyé un message la veille et elle m'avait répondu immédiatement, passé dès la première heure. Son cabinet se trouvait dans un quartier calme du centre de Lyon, le genre d'endroit avec un parking sécurisé et un hall qui sentait légèrement le café. La réceptionniste n'était pas encore là, alors Maître Morel est venue m'accueillir elle-même à la porte, badge en main, et m'a fait signe d'entrer dans son bureau privé au bout du couloir. La pièce était organisée mais habitée, des piles de dossiers de couleurs différentes, quelques photos d'elle avec ses propres enfants lors de remise de diplômes, et une grande fenêtre laissant entrer le soleil matinal. Elle m'a fait signe de m'asseoir dans le fauteuil face à son bureau et m'a versé une tasse de café sans même me demander si j'en voulais. J'ai accepté avec gratitude.
Mes mains avaient besoin de tenir quelque chose. J'ai posé mon téléphone sur le bureau entre nous et j'ai ouvert la galerie photo directement sur le dossier que j'avais créé. Ceci était caché à l'intérieur du coffret Lego que mes parents ont envoyé pour la fête de Lucas. Maître Morel a pris le téléphone et a commencé à faire défiler les images. Elle s'arrêtait sur chaque photo, zoomant méthodiquement, l'appareil sur le fond blanc, le gros plan de la lentille, le numéro de série, les fils fixés, le faux compartiment dans le plateau de la boîte. Son visage restait neutre, comme le font les avocats lorsqu'ils traitent des informations, mais je l'ai vu s'attarder plus longtemps sur le cliché montrant avec quelle précision le tout avait été installé. C'est un enregistreur audio et un traceur GPS combiné, a-t-elle dit en posant finalement le téléphone avec précaution. Ce n'est pas un jouet. Quelqu'un a modifié un set scellé d'usine pour inclure cela. C'est ce que je pensais. Ma voix était plus assurée que je ne l'étais réellement. L'objet est enfermé maintenant, je n'y ai plus touché depuis ces photos. Parfait. Nous le ferons analyser par un expert judiciaire le moment venu. La chaîne de possession commence avec vous. Elle a pris une note sur son bloc. Expliquez-moi pourquoi vous pensez que vos parents sont derrière tout ça. Je lui ai donné la version condensée. Le schéma de contrôle financier de Gérard toute ma vie, les critiques subtiles de Monique, la pression répétée autour de l'héritage de Lucas. Je suis restée factuelle, sans émotion superflue. Elle écoutait, son stylo bougeant rapidement, posant parfois des questions sur des dates ou des conversations précises. Quand j'ai eu fini, elle a feuilleté ses notes. J'ai fait des vérifications préliminaires après votre message d'hier soir. Gérard et Monique n'ont pas encore déposé de demande formelle de tutelle. Cependant, ils ont pris contact avec le greffe du tribunal de la famille, ont rempli un formulaire de renseignement et ont envoyé un avis d'intention pour demander une garde temporaire. Leurs motifs invoqués citent des inquiétudes concernant votre stabilité financière et votre bien-être émotionnel en tant que mère célibataire suite au divorce. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Ils n'ont aucune base. J'ai subvenu seul aux besoins de Lucas. Exactement. Ce qui rend cet appareil critique. Maître Morel a tapoté l'écran du téléphone. C'est précisément pour cela qu'ils ont besoin de surveillance, pour fabriquer des preuves contre vous. Une dispute enregistrée un mauvais jour, des soucis d'argent formulés à voix haute, n'importe quoi qu'ils puissent éditer ou sortir de son contexte pour vous dépeindre comme inapte. Elle s'est tournée vers son ordinateur et a ouvert un document. L'héritage joue un rôle énorme ici. 180 000 € de votre grand-père destinés uniquement aux études de Lucas, avec vous comme seule administratrice. S'ils obtiennent la garde, même temporaire, ils mettent un pied dans la porte pour les décisions financières. Vous avez mentionné leur suggestion passée d'emprunter cet argent plusieurs fois ? Pour des réparations de voitures, des problèmes de maison, des urgences familiales. Toujours présenté comme du court terme, toujours avec des promesses de remboursement. C'est l'angle d'attaque, vous faire paraître irresponsable de ne pas utiliser les ressources disponibles tout en se présentant comme le choix de la prudence. Maître Morel a fermé le dossier. Ils sont en phase de préparation, rassemblant des informations pour construire un récit. Pas de dépôt d'urgence pour l'instant, donc pas de retrait immédiat de Lucas, mais nous ne pouvons pas rester passives. Qu'est-ce qu'on fait ? On prépare la contre-attaque. Documentez chaque interaction avec eux à partir d'aujourd'hui. Sauvegardez les SMS, les emails, les messages vocaux. Tenez un journal de chaque demande de visite. Nous allons compiler vos dossiers financiers, vos revenus stables, vos factures payées, les rapports scolaires de Lucas, des témoignages de professeurs si nécessaire. L'appareil devient notre pièce maîtresse. Surveillance illégale par des grands-parents tentant de porter atteinte aux droits parentaux. Elle m'a tendu une liste imprimée. Commencez à collecter ces références auprès d'amis, des notes du pédiatre sur le bien-être de Lucas. Dès qu'il dépose une plainte officielle, nous répondons avec notre propre motion soulignant l'aliénation et la violation de la vie privée. Avec des preuves physiques comme celle-ci, les juges prennent les choses très au sérieux. J'ai plié la liste et je l'ai glissée dans mon sac. Le café était devenu froid, mais je l'ai bu quand même. Pour la première fois depuis la découverte de l'appareil, je sentais le sol sous mes pieds.
Pas de la panique, mais de la détermination. Maître Morel s'est levé pour me raccompagner. Ils s'attendent à de l'hésitation ou de la colère de votre part. Ne leur donnez ni l'un ni l'autre. Restez méthodique. Je le serai. Je le pensais vraiment. Dans l'ascenseur, je regardais les étages défiler. Ils pensaient accumuler des moyens de pression contre moi. Au lieu de cela, ils venaient de me donner l'arme la plus puissante possible. Quelques jours plus tard, le week-end est arrivé, celui où l'ordonnance temporaire du tribunal autorisait mes parents à prendre Lucas pendant quelques heures pour organiser leur propre petite fête de fin d'école primaire. Maître Morel m'avait prévenu que cela arriverait, à moins d'avoir des motifs sérieux pour bloquer totalement la visite. La juge avait maintenu les droits de visite des grands-parents pour le moment, limités à la journée dans des lieux publics uniquement. Prise en charge et dépose dans un endroit neutre, pas de nuitée. Je détestais chaque seconde de cette situation, mais je suivais l'ordonnance à la lettre. Vendredi soir, j'ai déballé la montre connectée que j'avais commandée en livraison express. Elle avait l'air ludique, écran brillant, petit jeu, texto basique. Mais la vraie fonction était le bouton SOS caché. Une pression longue envoyait un signal GPS immédiat sur mon téléphone et lançait un enregistrement audio de 30 minutes. J'ai appelé Lucas dans la cuisine après le dîner. Il a sauté sur un tabouret, curieux. J'ai glissé la montre à son poignet et ajusté le bracelet. C'est important, d'accord ? J'ai dit, en gardant un ton léger mais sérieux. Demain, quand tu seras avec papy et mamie, si quelque chose te semble bizarre, s'ils t'emmènent ailleurs qu'au parc dont on a convenu, ou si tu te sens juste mal à l'aise, appuie sur ce bouton ici et reste appuyé. Il a étudié l'écran. Ça fait quoi ? Ça m'envoie ta position exacte instantanément et ça me permet d'entendre ce qui se passe. Je viendrai te chercher tout de suite. Pas de questions, pas d'histoire. Il a hoché la tête lentement. Comme un truc d'urgence ? Exactement. Ne l'utilise que si tu as besoin de moi, mais n'hésite pas. Il a bougé son bras pour tester le confort. C'est cool. On dirait un gadget d'agent secret. J'ai réussi à sourire. Ton propre garde du corps personnel. Le samedi matin est arrivé trop vite. Le point de rendez-vous était le parking d'un centre commercial très fréquenté. Des caméras partout, du monde. Difficile de prétendre que ce n'était pas public. Je suis arrivé 20 minutes en avance, je me suis garé près de l'entrée et j'ai attendu moteur tournant. Lucas était assis à côté de moi, son sac sur les genoux, discutant de ce qu'il voulait construire en premier avec le Lego qui attendait toujours, non ouvert, à la maison. Je l'écoutais en hochant la tête, mais mes yeux ne quittaient pas l'horloge. Leur SUV gris est arrivé exactement à l'heure. Gérard au volant, Monique à côté de lui souriant à travers le pare-brise, et ma sœur Estelle à l'arrière, se penchant pour faire coucou. Lucas m'a fait un rapide câlin, a promis de m'envoyer un message quand il pourrait, et est sorti. Je l'ai regardé marcher vers eux, monter à l'arrière et boucler sa ceinture. Ils m'ont fait un signe de la main en s'éloignant vers la sortie. Le plan convenu était simple, un déjeuner rapide dans une brasserie familiale, puis le grand parc avec l'aire de jeu pour des activités et un petit gâteau. Retour à 16 heures pile. Je suis rentrée à la maison et j'ai essayé de rester productive, lessive, email, n'importe quoi pour occuper mes mains. Je vérifiais l'application de la montre toutes les 30 minutes. Des signaux normaux autour des magasins et des restaurants, rien d'inhabituel. Puis, juste après 14 heures, mon téléphone a vibré violemment sur le comptoir. Une bannière d'alerte rouge, SOS déclenchée. Position en direct en cours de streaming. Ils s'éloignaient de la route du parc, se dirigeant droit vers leur quartier résidentiel en périphérie de la ville. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé mes clés, mon sac, mon téléphone et j'étais dans la voiture avant que la sonnerie ne s'arrête. En conduisant, j'ai composé le 17. L'opérateur a répondu immédiatement. Je signale une violation d'un accord de visite ordonné par le tribunal. Mon fils Lucas est avec ses grands-parents selon un calendrier temporaire qui exige que toutes les activités soient publiques. Son appareil d'urgence vient de s'activer et le GPS montre qu'il l'emmène à leur domicile privé à la place.
Il a 11 ans. Elle a pris les détails calmement, nom, référence du dossier, flux de localisation que je lisais sur l'application. Des unités sont envoyées sur place. Restez en ligne si possible, madame. Je suis en route. Dites-leur que j'arrive bientôt. Les rues défilaient. Je restais juste à la limite de la vitesse autorisée pour ne pas être arrêté, les mains crispées sur le volant. Chaque feu rouge semblait éternel. Je me suis engagé dans leur rue 15 minutes plus tard. 2 voitures de police étaient déjà là, garées le long du trottoir. Des agents se tenaient sur le perron, discutant avec quelqu'un à la porte. J'ai garé la voiture brusquement et j'ai couru vers l'allée. Un policier s'est tourné, la main levée avec prudence. « Madame, vous êtes le parent ?»« Oui, Céline. »« Est-ce que Lucas va bien ?»« Il est à l'intérieur, sain et sauf. » Nous traitons la violation de périmètre. La porte s'est ouverte davantage. Monique se tenait là, les mains jointes, l'air décomposé. Gérard était derrière elle, les bras croisés. Estelle restait en retrait dans l'entrée. Puis Lucas est apparu, son sac sur l'épaule, la montre toujours au poignet. Ses yeux ont croisé les miens et il s'est précipité hors de la maison directement vers moi. Je l'ai rattrapé, je l'ai serré fort. Il tremblait légèrement. « Ils ont dit que tu ne pouvais pas venir et qu'on devait rester ici », a-t-il chuchoté contre mon épaule. « Je suis là », j'ai dit. « Toujours. » Le policier a pris de brèves dépositions, a vérifié l'ordonnance de visite sur sa tablette, a confirmé les lieux publics convenus. Gérard a commencé, on a juste pensé que le jardin serait plus agréable pour le gâteau. Le policier l'a interrompu poliment, « Monsieur, l'ordonnance est claire. Lieu public uniquement pour cette période. Nous documentons l'infraction. » Monique a tenté d'une voix douce, « Officier, c'est la famille. Nous ne voulions pas de mal. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste gardé mon bras autour de Lucas. Après avoir vérifié les identités, le policier m'a fait signe de la tête, « Vous pouvez le ramener chez vous. » Le rapport est enregistré. J'ai attaché Lucas, j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, je les voyais sur le perron, Gérard au visage de pierre, Monique s'essuyant les yeux, Estelle regardant ailleurs. Lucas est resté silencieux pendant le premier kilomètre, puis a dit doucement, j'ai appuyé quand ils ont commencé à dire, « Tu as oublié de venir. » Tu as exactement bien fait. On s'est arrêté pour une glace sur le chemin du retour, même si aucun de nous n'avait faim. Quelque chose de normal. La montre avait tout capturé. Et maintenant, le rapport de police confirmait tout. Ils avaient franchi la ligne pour de bon. Les policiers ont confirmé la situation sur place et m'ont autorisé à ramener Lucas immédiatement. Nous avons roulé dans un calme relatif. Lucas regardait par la fenêtre, en train de digérer les événements. Je ne l'ai pas poussé à parler. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, il s'est détaché et m'a suivi à l'intérieur sans un mot. J'ai verrouillé la porte, posé son sac près de l'escalier et je l'ai regardé s'affaler sur le canapé, gardant même ses chaussures. « Tu veux quelque chose, de l'eau, un encas ?» Il a secoué la tête. « Je peux juste rester là ? Prends tout le temps qu'il te faut. » Je l'ai laissé avec la télécommande et je suis allé à la table de la cuisine. Mon téléphone était toujours dans ma main, l'application de la montre ouverte sur l'événement SOS. L'icône d'enregistrement clignotait en rouge, intacte depuis l'alerte. J'ai branché mes écouteurs, je me suis assise et j'ai appuyé sur lecture. L'enregistrement commençait à la seconde où il avait appuyé sur le bouton. C'était clair comme le jour. La voix de Gérard est venue en premier, basse et autoritaire, « Écoute bien, Lucas. Quand les gens te demanderont pourquoi tu passes plus de temps avec nous, tu diras que ta maman a beaucoup de choses à gérer et qu'elle oublie parfois des trucs. » Puis la voix de Monique, douce et enjôleuse, « Ce n'est pas mentir, mon chéri. Maman est stressée et elle n'est pas toujours aussi stable qu'elle le devrait. Tu peux leur dire ça. » Estelle est intervenue d'un ton léger, presque enjoué, « Entraîne-toi. Maman oublie de venir me chercher parfois. » Ou maman s'énerve et crie. C'est simple. Gérard encore, « Et si le juge te parle directement,
tu dis que tu te sentirais plus en sécurité et plus heureux en passant plus de temps chez papy et mamie. Monique, on peut te donner la structure dont tu as besoin. Dis-leur que tu aimerais ça. L'enregistrement continuait, plus de coaching, des répétitions douces, de petites corrections quand Lucas hésitait. Sa voix à lui était petite et incertaine au début, répétant les phrases qu'il lui dictait. Maman oublie. Maman n'est pas stable. J'ai arrêté à la moitié, les mains tremblantes. J'ai exporté le fichier sur mon stockage cloud, téléchargé une copie locale sur mon ordinateur, et mis une troisième copie sur une clé sécurisée. Puis j'ai envoyé l'original avec l'horodatage complet et les métadonnées à Maître Morel. Objet, preuve audio de la violation de visite d'aujourd'hui. Urgent. Sa réponse est arrivée rapidement, bien reçue. Je télécharge. Ne supprimez rien et ne modifiez rien. Nous discuterons de la stratégie demain matin. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé vers le salon. Lucas s'était endormi sur le canapé, un bras ballant. Le soir est tombé. La sonnette a retenti juste après 19h. J'ai regardé par le Judas. C'était mon amie de toujours, Alicia, avec une boîte de pizza d'une main et un sac de courses de l'autre. Je l'ai laissée entrer. Elle m'a serré fort. Pas besoin de mots au début. Je suis venue dès que j'ai eu ton message. Comment va Lucas? Il dort sur le canapé. Il va bien. Physiquement. Elle a jeté un coup d'œil, son visage s'adoucissant. Laisse-le se reposer. On va discuter. On a emporté la pizza à la cuisine. Alicia l'a posée et a sorti son ordinateur de son sac. Montre-moi ce que tu as pour l'instant. J'ai mis l'enregistrement pour elle, le volume bas. Son expression s'est durcie à chaque mot de Gérard, Monique et Estelle. Quand ça s'est terminé, elle a expiré bruyamment. C'est du lavage de cerveau. De l'aliénation parentale pure et simple. Je sais. Maître Morel là maintenant. C'est bien, mais on a besoin du tableau complet. Alicia a ouvert ses archives d'emails et de SMS sur son écran. J'ai tout gardé aussi. Rassemblons tout ça. Nous avons travaillé côte à côte pendant des heures. J'ai ressorti de vieux fils de discussion de mon téléphone et de mon ordinateur, des emails de Gérard exigeant l'accès au relevé d'épargne de Lucas pour des raisons fiscales, des SMS de Monique après chaque petit problème à l'école suggérant qu'un séjour plus long chez eux l'aiderait à se concentrer. Les messages d'Estelle étaient plus récents, décontractés mais ciblés, des photos de dîners de famille sympas avec des légendes comme « On aimerait que Lucas soit là plus souvent », suivies de questions sur le solde de l'héritage. Alicia a trouvé une chaîne datant d'il y a 2 ans où Gérard envoyait des conseils d'investissement pour le fonds, insistant pour que je le déplace sur un compte qu'il pourrait surveiller. Quand j'ai refusé, Monique a enchaîné avec « On essaie seulement de protéger l'avenir de Lucas ». Nous avons imprimé les échanges clés, surligné les dates et les phrases montrant le schéma répétitif, pression financière, mise en doute de mes capacités parentales, tentative répétée de s'insérer dans les décisions. À minuit, nous avions des dossiers numériques organisés par année et par type, et des impressions physiques empilées proprement. Tout était consultable, horodaté, prêt pour l'avocate. Alicia a fermé son ordinateur. Cela montre des années de préparation, pas un incident isolé. Exactement. Elle a passé la nuit dans la chambre d'amis. Lucas s'est réveillé une fois vers 2h du matin pour venir chercher de l'eau dans la cuisine. Je l'ai rejoint, je lui ai donné un verre, je lui ai massé le dos. Mauvais rêve? Juste soif. Recouche-toi. Je suis juste là. Il a hoché la tête et est retourné vers le canapé. Je suis revenu à la table, fixant les dossiers. L'audio était la preuve accablante. L'historique était le mobile. Ils avaient écrit un scénario pour que mon fils me trahisse. Mais maintenant, chaque mot était enregistré, chaque tentative documentée, et nous étions loin d'avoir fini de bâtir notre dossier. 2 mois plus tard, l'audience complète s'est déroulée au tribunal de la famille de Lyon. Le bâtiment m'était devenu familier, le contrôle de sécurité, les couloirs résonnants, la tension silencieuse des gens attendant que leur affaire soit appelée. Je suis arrivé tôt,
habillé simplement mais professionnellement. Maître Morel à mes côtés portait un dossier épais. Lucas était à l'école. La juge avait décidé qu'il n'avait pas besoin d'être présent. Nous avons pris place à la table des demandeurs. De l'autre côté de l'allée, Gérard, Monique et Estelle étaient assis avec leur avocat, un homme en costume gris qui ne cessait de brasser des papiers. Ils évitaient mon regard. La juge est entrée, une femme directe avec des lunettes de lecture posées sur le nez. Elle a parcouru brièvement le dossier, puis a ouvert la séance. Maître Morel a commencé, exposant notre position calmement et méthodiquement. Elle a débuté par l'appareil trouvé dans le coffret Lego. Le rapport d'expertise a été versé comme pièce A, une analyse professionnelle confirmant qu'il s'agissait d'un ajout post-fabrication capable de transmission audio en temps réel et de suivi GPS. La chaîne de possession était documentée depuis mon sac scellé jusqu'au laboratoire. Ensuite est venu l'enregistrement de la montre. Maître Morel a diffusé les segments clés dans la salle d'audience. Les horodatages étaient visibles sur l'écran. Les instructions directes de Gérard. Le ton persuasif de Monique. Les encouragements légers d'Estelle. Tous les trois guidant Lucas pour qu'il mémorise et répète des phrases destinées à me dépeindre comme oublieuse et émotionnellement instable. La juge écoutait attentivement, mettant parfois l'enregistrement sur pause pour prendre des notes. Puis est venu l'historique des communications. Maître Morel a projeté des captures d'écran, des années d'emails de Gérard demandant des détails financiers, des SMS de Monique remettant en question mes choix parentaux après chaque petit incident, des messages d'Estelle mentionnant l'héritage comme une ressource que la famille devrait utiliser judicieusement. Les schémas ont été mis en évidence, tentatives répétées d'accéder au compte, insinuations d'incompétence, suggestions selon lesquelles Lucas bénéficierait de plus de temps sous leur garde. Maître Morel a fait le lien entre tous les éléments. Ce n'était pas de la surprotection isolée. C'était une campagne de contrôle soutenue aboutissant à une surveillance illégale et au coaching direct d'un enfant pour qu'il fournisse des déclarations scriptées contre sa mère. Leur avocat a plaidé le droit des grands-parents, l'inquiétude pour le bien-être de l'enfant, l'absence d'intention de nuire. Il a essayé de minimiser l'appareil en le présentant comme un outil de sécurité et l'enregistrement comme des conseils mal compris, mais les preuves étaient concrètes, physiques, enregistrées et horodatées. Les conclusions finales ont été courtes. Maître Morel a souligné la coordination délibérée, planification de la surveillance, violation des conditions de visite pour créer une opportunité, coaching d'un langage spécifique pour une utilisation potentielle au tribunal. Le tout visant à gagner de l'influence sur Lucas et son héritage protégé. La juge s'est retirée pour délibérer. Nous avons attendu dans le couloir. Maître Morel relisait ses notes. J'ai bu un mauvais café du distributeur. Moins d'une heure plus tard, nous avons été rappelés. La juge a parlé clairement depuis son siège. Les preuves présentées démontrent un schéma de comportement qui dépasse largement l'inquiétude raisonnable de grands-parents. L'installation d'un appareil de surveillance non autorisé dans le cadeau d'un enfant, la violation des paramètres de visite ordonnés par le tribunal et le coaching enregistré du mineur pour faire des déclarations négatives sur la mère constituent une interférence grave avec les droits parentaux. Il ne s'agit pas d'une décision unique prise à la hâte. Il s'agit d'un plan coordonné avec des étapes systématiques conçues pour saper la garde de la mère et accéder aux ressources financières de l'enfant. De telles actions s'apparentent à de l'aliénation parentale et présentent un risque clair pour la santé psychologique de l'enfant. Elle a rejeté intégralement la demande de tutelle. J'ai obtenu l'autorité parentale exclusive et la garde totale, avec un pouvoir de décision exclusif, sans aucune consultation requise avec la famille élargie. Des ordonnances de protection ont été rendues immédiatement contre Gérard, Monique et Estelle, aucun contact direct ou indirect avec Lucas, y compris par téléphone, messages, réseaux sociaux, ou le fait de s'approcher à moins de 200 mètres de son domicile, de son école ou de ses activités. Toute violation déclencherait des poursuites pénales. L'héritage est resté sous mon seul contrôle en tant qu'administratrice, intacte et protégée pour l'avenir de Lucas. L'audience a été levée. Je suis sortie sous la lumière vive de l'après-midi, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les conséquences pratiques ont été rapides et définitives.
J'ai bloqué chaque numéro et email associé à eux le jour même. J'ai mis à jour les contacts d'urgence à l'école et chez le pédiatre. J'ai changé quelques comptes en ligne par précaution. 3 semaines plus tard, nous avons emménagé dans une nouvelle maison dans un autre quartier de Lyon. Toujours dans le même secteur scolaire pour la continuité, mais assez loin pour prendre un nouveau départ. De la nouvelle peinture sur les murs, de nouvelles routines. Lucas a choisi lui-même la couleur de sa chambre. Il s'est remis de tout cela de façon constante. Le premier mois, il a eu quelques questions. Est-ce que je reverrai mamie un jour? Mais des séances chez un psychologue l'ont aidé à traiter la confusion. Au deuxième mois, il construisait des créations Lego élaborées sans hésitation, invitait des amis et parlait des sélections pour l'équipe de foot du collège. L'héritage continuait de fructifier tranquillement sur ses placements prudents, attendant l'université ou le chemin qu'il choisirait plus tard. Plus de coups inattendus à la porte. Plus d'invitations de vacances empoisonnées. Plus de commentaires voilés sur l'argent ou l'éducation. Le silence de leur côté était absolu. Et il l'est resté. Des gens me demandent parfois si je me sens coupable d'avoir coupé les ponts avec mes propres parents. La réponse est simple, non. Pas quand l'alternative était de laisser s'éroder progressivement la confiance et la sécurité de mon fils. Parce que voici la vérité que j'ai apprise à travers tout ça, parfois, les personnes qui partagent votre sang sont celles capables des dommages les plus profonds. Protéger votre enfant peut exiger de rompre ces liens totalement. Pas de demi-mesure, pas d'espoir persistant de changement. Et les meilleurs outils que vous ayez dans ce combat sont des preuves solides et le système judiciaire. Rassemblez tout. Documentez sans relâche. Faites confiance au processus. Si vous êtes dans une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Restez ferme.